merci d'être avec nous pour ce moment dédié aux arts et au spectacle. Dans ce journal, le retour sur la figure ambiguë de Günter Grass, l'écrivain et intellectuel allemand, prix Nobel de littérature, s'est éteint à 87 ans. On lui doit entre autres le livre Le Tambour. C'est son éditeur qui l'a annoncé sur son compte Twitter. Au sommaire également, la voix dans toute sa pureté, la voix a cappella en Israël, à Saint-Jean-d'Acre, s'est tenue la 2e édition du Festival des chorales, la Zimria. Les caméras du Culture Mag y étaient. Et puis voix encore, mais cette fois en France, à Paris, la BNF organise une exposition sur l'une des voix françaises les plus connues au monde, celle de la Môme Piaf. Elle aurait eu 100 ans cette année. Voilà pour le sommaire. Merci d'être fidèle à i24 News. Alors c'est une simple annonce sur Twitter. Voilà comment l'éditeur allemand de Günter Grass a annoncé la disparition de son auteur. Une annonce en 140 signes pour celui qui aura eu le prix Nobel de littérature en 1999. Günter Grass avait écrit en 1959 Le Tambour, adapté ensuite au cinéma par Volker Scholendorf et Palme d'Or à Cannes. Avec ce livre, succès mondial, il s'était imposé dans le débat public et mis au cœur de la littérature le passé de son pays, l'Allemagne. Günter Grass avait alors, selon le journal allemand Der Spiegel, inventé la nouvelle littérature allemande de l'après-guerre, une littérature de contrition, de remords, de troubles aussi. Prisonnier de guerre, libéré par les Américains en 1946, Günter Grass avait été aussi enrôlé dans les jeunesses hitlériennes de la Waffen-SS à 11 ans, un passé qu'il n'avait révélé que très tardivement en 2006. Fumeur de pipe, il promenait sa moustache et ses coups de gueule de plateau en plateau, livrant au public une littérature engagée, de qualité, marquée à gauche. Il y a 3 ans, Günter Grass avait déclenché une énième polémique en publiant dans la presse allemande un poème accusant Israël de menacer la paix mondiale. L'État hébreu l'avait alors déclaré persona non grata. Voilà, Günter Grass est donc éteint à l'âge de 87 ans en Allemagne en 140 signes sur Twitter. Direction Israël, nous partons maintenant au nord du pays, à Saint-Jean-d'Acre. La ville de la coexistence et des Templiers reçoit pour la 2e édition le Festival des chorales. Au programme, des groupes de tous les pays, de toutes les confessions. Objectif, ne pas casser la voix. David Gombin et Nassib Safadi y ont été de tout cœur. Bienvenue à Saint-Jean-d'Acre. Celle qui aura résisté aux troupes de Napoléon a succombé au plus élaboré des instruments de musique, la voix. Pour la 2e année consécutive, elle accueille le festival des chorales, la Zimria. Mais cette fois-ci, c'est 100% a cappella. L'important, c'est de participer. Dans cette cave voûtée se retrouvaient autrefois les croisés. Aujourd'hui, les amateurs d'a cappella sont ceux venus gravier quelques conseils techniques auprès des Swingle Singers. Les Britanniques, maîtres de vocalise, ouvrent leurs répétitions au grand public. Parmi les artistes participant au festival Isato, 27 ans et beatboxer. Cela fait 12 ans qu'il fait vibrer langue et lèvres. Il anime aussi des ateliers et prouve qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à beatboxer. On est tous imprégnés de musique, on aime tous la musique a cappella, donc c'est quelque chose qui les intéresse, peu importe l'âge. Juifs, chrétiens, musulmans, Saint-Jean-d'Acre est symbole de cohabitation et ça s'entend. Venus directement de Paris, les TF Gospel Singers forment une chorale atypique. Menée par Jua Amir, un Américain installé à Paris, elle regroupe jeunes et moins jeunes de tout horizon, à l'image du genre musical. Ça a été une musique qui a été créée avec le mélange des cultures. Mais c'est vraiment une musique universelle. En fait, c'est une musique qui parle de la paix, de l'amour, de vaincre les problèmes et surtout de la communauté. Jean-Pierre Nakache est membre de la chorale, excite les racines chrétiennes du gospel. Lui fait un parallèle avec l'histoire des Hébreux. Et quand on était en Égypte, on était esclaves. Et quand on regarde dans la Torah, qu'est-ce qui se passe quand on sort d'Égypte? Il y a le chant, le Shiratayam, le chant de la mer Rouge, parce que c'était probablement aussi à cette époque-là, bien sûr, si lointaine, la seule liberté qu'avaient les esclaves de l'époque, c'était de chanter. Est-ce un signe divin? À peine montée sur scène, la chorale est interrompue par un autre chant religieux, a cappella lui aussi. Le clou du festival,
Les Swingle Singers, fondés en 1962 à Paris par Ward Swingle, ils interprètent du classique en scat, du jazz vocal. Plus de 50 ans et 4 Grammy Awards plus tard, c'est évidemment une formation rajeunie qui se produit au cœur de la citadelle. Cette fois, ils ne sont pas tout seuls sur scène. Pour les accompagner, les Vocalocity, 35 chanteurs de 20 à 70 ans. Parmi eux, le juif observant Jeff Michel, qui voit dans son chant a cappella la continuité d'une tradition religieuse. La tradition juive est complètement a cappella. Au temps du temple, ils utilisaient des instruments. Mais depuis sa destruction, ça a été du a cappella. La voix est le seul instrument créé par Dieu. Voilà de quoi finir sur une note réellement divine. Une autre voix, mais en France cette fois, à Paris, avec l'expo hommage dédié à Edith Piaf, la petite bonne femme en noir, aurait eu 100 ans, le récit Sandy Fortis. Non, rien de rien. Edith Piaf, c'est pour beaucoup la femme en noir, les chansons tristes et la France en guerre. Mais la môme, elle aussi, voyait... Ce qu'on a trouvé, c'est des lettres parfois très drôles, comme de Pierre Brasseur ou de Michel Simon, et qui nous ont mis sur la piste de quelque chose de très intéressant, c'est que Piaf, contrairement à ce qu'on croit quand on entend les chansons, surtout les chansons de la fin de sa vie, était quelqu'un de très drôle, qui aimait rire, qui aimait faire la fête. Ça, c'est peut-être une des choses qu'on a découvertes dans le fond. Comme ce côté jovial, ce sont de nombreux autres secrets de la vie d'Edith Piaf que le public peut découvrir à la Bibliothèque nationale de France. Une grande rétrospective y est consacrée à cette icône de la chanson française en l'honneur de ce qui aurait été son 100e anniversaire. Photos, paroles de chansons, lettres, affiches, documents audiovisuels, objets divers, plus de 400 pièces sont exposées. Certaines inédites auraient d'ailleurs pu ne jamais être dévoilées. Pièce maîtresse de cette exposition, sa fameuse petite robe noire évidemment. La petite robe noire, c'est vraiment l'emblème d'Edith Piaf, sa figure, c'est celle qui est attachée à toute sa carrière et c'est le cadre finalement qu'elle donne à sa voix, à son visage, à ses mains, un cadre neutre, très simple, qui lui permet de valoriser complètement ce qu'elle va chanter. Donc c'est essentiel dans son personnage et dans sa vie d'artiste. Une vie qu'elle a consacrée à la chanson, à ses amants et à son pays. Elle est née d'une famille de gens de cirque, mais qui étaient très pauvres. Donc en ça, elle est populaire. Et puis, progressivement, elle s'est construite aussi une image de bleu, blanc, rouge, en quelque sorte, patriote. Elle a chanté pour les Français prisonniers en Allemagne pendant la guerre. C'est une grande artiste. Emblème du peuple, la vie de la chanteuse des rues devenue star internationale fait partie de l'histoire de la France. Piaf, l'expo hommage pour découvrir ou redécouvrir la môme jusqu'au 23 août. À suivre un peu de mode, mais en attendant le highlight du jour avec l'ouverture à Paris du Festival du film israélien, un festival qui vous propose entre autres le long métrage de Zev Revar. C'est titré Farewell Party, c'est drôlissime, noirissime, typique de l'humour juif. On écoute Zev Revar. Le script était extraordinaire, les metteurs en scène étaient jeunes, c'était une comédie noire. Mais les Juifs, ils ont le bien humour, parce qu'on sait rigoler sur nous, on sait rigoler sur notre situation. Et c'est ça la force du humour juif. Mais ici, c'était les acteurs qui sont du théâtre, parce que tous, ils sont du théâtre. Et le script, il est formidable pour le jouer. C'est difficile de jouer ça. Des dizaines de projections, des débats, des rencontres, c'est ce que propose le Festival du cinéma israélien de Paris. Pour cette 15e édition, le public parisien pourra découvrir les plus gros cartons israéliens du moment, mais aussi des courts-métrages et des documentaires.
Parmi les films les plus attendus, The Farewell Party avec le célèbre Zeev Revar qui raconte une course folle à l'euthanasie dans une maison de retraite, ou encore Zero Motivation, un film humoristique et loufoque sur le service militaire d'un groupe de filles. Surprise, indignation, émotion seront également au rendez-vous avec les films Shelly d'Asaf Korman, Loin de mon père de Keren Niedaya ou Rendez-vous à Athlite de Shirel Amitai avec Géraldine Nakache. Tout un programme au cinéma des cinéastes à Paris. Et nous voilà maintenant avec un invité particulier qui vient d'arriver sur le plateau. Il sort un livre intéressant, un livre qui regarde, qui prisme l'actualité, l'histoire du monde à travers la mode. Bonjour Gérald Cohen, merci d'être là. Bonjour Valérie. Alors, votre livre s'appelle La mode comme observatoire du monde qui change. En quoi la mode peut-elle raconter l'histoire ? La mode est partout. Donc dans la rue, elle occupe aujourd'hui les réseaux sociaux et de tout temps en fonction de la façon dont vous voyez quelqu'un habillé. S'il est habillé en peau de bête, soit vous êtes à un défilé Fendi, soit vous êtes au Moyen-Âge, soit si vous les voyez habillés sans culotte, c'est que vous êtes en 1789, et puis chez vos voisins, vous en avez qui s'habillent, qui sont totalement couverts. D'accord, alors il faut quand même préciser à nos téléspectateurs que vous êtes un homme de mode, vous avez un bureau de presse, beaucoup de rédactrices de mode vous connaissent, beaucoup de stylistes. On dit souvent que la mode est déconnectée de la réalité, que les prix sont très très chers ou qu'il y a une surconsommation. Comment justement ces vêtements peuvent-ils réellement raconter l'histoire ? Il y a au contraire, la mode est au contraire totalement connectée à la réalité, puisqu'il y a le prix fait partie d'une marque. Donc aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des groupes de luxe qui font rêver le monde avec des images et des produits, mais vous avez également des magasins de fast fashion comme H&M, Zara et d'autres qui utilisent les mêmes codes, les mêmes images, les mêmes mannequins, et chaque fois ce sont les mêmes images et qui font rêver les gens et qui sont partagées aujourd'hui sur les réseaux sociaux et qui ont une influence énorme sur toutes les industries, pas uniquement celle de la mode. D'accord, bon, mais ça c'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, voilà, on le sait. Qu'est-ce que vous avez voulu faire avec votre livre, avec Karl Lagerfeld en couverture? Vous avez voulu faire un travail sociologique, un travail historique. Vous disiez hors antenne que ça démarrait déjà il y a très longtemps avec les Vionnet, les Schiaparelli. Vous voulez raconter quoi? En fait, ça fait 25 ans que j'ai une agence de communication spécialisée dans la mode, comme vous l'avez dit, et je suis arrivé à un moment où je vois arriver justement une nouvelle génération que j'appelle les baby, que les publicitaires appellent la génération Y, puis celle d'après, ce sera Z, puis A. Et leurs marques, je les ai appelées les baby bands. Ils sont aujourd'hui, ces jeunes gens, en train d'inventer de nouvelles marques qui progressivement vont remplacer et prendre la place des marques installées aujourd'hui, qu'elles s'appellent Dior, qu'elles s'appellent... Oui, mais ça c'est l'histoire du monde et l'histoire de la mode, parce que les Dior, les Vionnet, les Schiaparelli prenaient elles-mêmes la place des petites couturières et des ateliers. Mais c'est en ce moment que ça se passe, là, dans les années qui viennent, dans les 3 ans, 5 ans qui viennent, et ça va être un changement radical, comme on l'a connu dans les années 80, avec la fin des branchés et le début du cocooning. Mais la différence, c'est que cette nouvelle génération est écoutée comme jamais elle ne l'a été de toute l'histoire, parce qu'ils savent se servir d'instruments que notre génération a inventés, mais dont nous ne savons pas nous servir. Donc une société hyper... Ce sont des digital natives. Alors, est-ce que vous, en tant que spécialiste de la mode, est-ce qu'à travers votre livre, vous avez essayé de pointer les travers de notre époque, le diktat de l'apparence, par exemple, ou le problème de l'anorexie des mannequins qui a fait beaucoup parler la semaine dernière? Ce sont des phénomènes de mode. En Israël déjà, puisque nous sommes à Tel Aviv, les députés israéliens ont empêché les mannequins trop maigres de défiler. Donc finalement c'est un mélange, vous êtes à la fois, vous êtes un homme de mode, mais vous êtes donc devenu un sociologue et aussi un historien avec ce livre.
Un poète. Un poète, c'est formidable. Non, je ne suis pas du tout. Je suis un homme de communication. Je connais la mode. C'est un métier que j'aime, mais c'est un métier le métier de la mode va au-delà de cette apparence, justement. Et il a une influence extrêmement importante sur toutes les industries, que ce soit les assurances, l'industrie automobile, la politique. Surtout, la mode est importante. Merci beaucoup Gérald Cohen. Je rappelle donc le titre de votre livre, La mode comme observatoire d'un monde qui change, chez l'éditeur, et il est voilà, en couverture chez nous. Merci. Merci Valérie. Voilà, c'est une interview qui avait été enregistrée avant ce journal. On se quitte, on se retrouve demain à la même heure. Juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News. Je vous rappelle pour info, la mort de Günter Grass, une figure puissante, importante de la littérature allemande, un passé trouble et controversé. Günter Grass était à 87 ans. L'annonce a été faite sur Twitter en 140 signes. Merci.